Avril 99 à la frontière du Kosovo et de la Macédoine. Comme en Albanie ou au Monténégro, des réfugiés kosovars affluent par centaines de milliers. Ils fuient la répression serbe, une répression qui se déroule à huis clos sans témoins. Le Kosovo est fermé aux journalistes occidentaux. Mais une fois franchis les frontières, les réfugiés parlent. Ils parlent de massacres. Le milicien est monté en haut de la colline. Les femmes et les enfants ont commencé à pleurer. Je leur ai dit ne pleurez pas, sinon il va tirer. Je leur ai dit n'ayez pas peur. Si c'est la volonté de Dieu, nous mourrons ici. La femme et son mari ont été tués d'un coup. Il était là-haut, au-dessus de la colline, avec sa mitraillette. Et ça faisait... Les journalistes, mais aussi des enquêteurs du tribunal pénal international, le TPI, recueillent d'autres témoignages d'exaction. On parle rapidement de 10 000 victimes. Mais combien y en a-t-il réellement? Que s'est-il passé? Le TPI a ouvert une instruction pour crime contre l'humanité. Elle a pour but d'établir les faits afin de rechercher les coupables, sans doute parmi les troupes serbes qui ont quitté la région avant l'arrivée de la KFOR. À ce jour, l'enquête du TPI recense 400 charniers au Kosovo, et parmi eux, celui de Chtudime. La vallée de Chtudime se trouve à 40 km au nord-ouest de Pristina. Cette vallée était l'un des fiefs de l'Učeka, l'armée de libération du Kosovo. 200 familles de paysans y habitaient avant la guerre, dont quelques rares familles serbes. 90% de la population était albanaise. Dès le début de la crise, des paramilitaires serbes investissent les hauteurs pour surveiller les mouvements de la population, et en particulier sur ce chemin de terre là-bas, à la lisière des peupliers. Le 2 mai au soir, des centaines d'Albanais qui fuient une offensive de l'armée serbe se précipitent sur ce chemin, leur seule issue possible. Un groupe de paramilitaires arrête la colonne de réfugiés. Pillage, assassinat, cette fuite tourne au cauchemar. Un survivant raconte. Il y avait plein de cadavres sur les tracteurs. Ils les ont tués au bord de la route et du pied, ils les ont poussés dans le fossé, là où on les a trouvés. Mes 2 frères et 2 neveux ont été tués juste là-bas. Je vais vous montrer. Il y avait des cadavres sur 2,5 km, 97 personnes en tout. C'était un groupe. Ils ont pillé et tué les gens. Je les ai entendus discuter avec leurs collègues au talkie-walkie. On leur a demandé « Combien en avez-vous tué jusqu'à présent » 50. On leur a répondu « Continuez jusqu'à 70 ». Et entre-temps, ils en avaient déjà tué 70. 97 morts en une seule soirée, puis les paramilitaires disparaissent. Malgré la peur et avant de reprendre le chemin de l'exode, les survivants prennent le temps d'enterrer leurs morts ici, dans ce champ, au bord du chemin. Ce soir-là, Brahim a perdu 16 membres de sa famille. Voici la tombe de mon frère aîné. Là, celle de mon frère Bayram. Et là, mes cousins. Des hommes, des femmes, des enfants. Le plus jeune avait 12 ans. Parmi tous les charniers recensés au Kosovo, celui-ci apparaît comme le plus important. Un autre sera découvert à Chtudime. Début juillet, une équipe d'experts du tribunal pénal international vient enquêter sur ces 2 charniers. Elle commence par celui-ci, au bord du chemin. À la tête de cette équipe d'experts, le professeur Dominique Lecomte, directeur de l'Institut médico-légal de Paris. Elle est mandatée par le TPI pour apporter la preuve de ce crime. Une salle d'autopsie est improvisée, en rase campagne. Sans eau, rien à faire. De l'eau. C'est un peu rustique. Mais ça marche. Toutes les victimes vont être exhumées. On est en train de chercher par quel type de projectiles elles ont été abattues. On est en train de chercher les trajectoires. On est en train de rechercher comment se sont passés les faits à partir de ce que nous découvrons sur les corps. Ils n'ont pas de cercueil ici, ils sont directement dans la terre. Recouverts simplement par les planches. Je ne sais pas si vous avez vu là ce que ça dedans, ce que ça donne, c'est mieux voir les planches. Les enquêteurs et les légistes ont demandé aux familles des victimes la permission d'ouvrir ces tombes.
Vous voyez, les corps sont sous les planches qui sont en biais. Ils sont au même la terre, en fait. Ce sont des légionnaires français qui creusent une tranchée pour accéder aux tombes. Mais seuls les médecins et les experts en scène de crime peuvent toucher les cadavres. Sous les planches, toutes les victimes étaient tournées vers la Mecque et enveloppées dans des couvertures. La procédure judiciaire commence, première photo avant l'autopsie. Cette photo est importante. À partir de cet instant, cette victime existe. Elle est identifiée. Elle peut s'ajouter à la liste du dossier d'accusation, mais à une condition, que l'autopsie confirme l'assassinat. Parce que c'est grave. Hein. On enlève la veste. C'est pas sorti. Hein. Aïe. Les corps sont très abîmés. Le plus facile dans un premier temps, c'est peut-être de trouver des impacts de balles sur les vêtements. Ni sur la manche, ni sur le pan gauche. Ça devrait donc se situer au niveau de la tête. Tout l'hémiface et l'hémicrâne droit est explosé. Et l'impact est à l'entrée est à gauche. Voilà. Dépêche-toi parce que ça tient en équilibre. Voilà, parfait. C'est une entrée. C'est du combien de millimètres? 8 mm. 8 mm. Ouais, c'est du 762. 762 762, voilà. Ça correspond à des balles de mitraillette Ça habituelles. correspond à une balle de fusil d'assaut ou de mitrailleuse. Donc en divers calibres de 762 utilisé par les pays de l'Est. Hein. Donc soit du 762 Kalachnikov, soit du 762 Mosin pour les mitrailleuses. Bon, je pense que là, à mon avis, c'est plutôt des 762 Kalachnikov en fusil d'assaut au coup par coup, à tir à courte distance. Un civil abattu à bout portant par une arme de guerre, il s'agit bien d'un assassinat. Les autres autopsies diront si ces exécutions ont été systématiques. Pendant que les autopsies continuent, des enquêteurs parcourent le chemin du drame. Tout s'est passé ici. Il reste peut-être des indices qui recoupent les conclusions des médecins légistes. Pour le gendarme Franck Pagès, expert en balistique, ces indices, ce sont les douilles des armes automatiques. Là, à cet endroit-là, j'ai retrouvé plusieurs douilles, notamment de Kalachnikov. Avec les fortes pluies qui ont lieu depuis 2 mois et demi, là, c'est une zone quand même où les pluies sont assez violentes. Les douilles qui sont assez légères, en ruisselé, ont été entraînées par l'eau, par la boue, et se sont amalgamées justement dans cette buse où on retrouve tous les vêtements donc enduits de boue et de tout ce qu'on veut de terre. Ces douilles correspondent au calibre d'une balle extraite à l'autopsie. On a ici un projectile qui a été retiré du corps d'une des victimes. Il y a des rayures. Qui sont portées dessus. Et là, c'est la trace balistique de l'arme par elle-même. Donc là, on peut constater en comptant les rayures qu'il y en a 4. Il y a 4 rayures orientées vers la droite. Donc, ce qui est typique des systèmes Kalachnikov et dérivés. Ça va nous permettre déjà donc de donner une famille d'armes, un type d'armes, une nationalité d'armes, une nationalité de fabrication de munitions et d'armement. Donc on le replace sous scellé. Peu à peu, les faits se précisent. Donc tout le cheminement des réfugiés s'est fait vers le sens du citerne. Et les unités qui donc ont perpétré les exactions ont remonté la colonne qui était bloquée par un checkpoint. Et donc raqueter les gens, rançonner les gens, toujours d'après les témoignages relevés par les enquêteurs du TPI, rançonner les gens et au fur et à mesure commettez des meurtres. Les constatations des experts sont consignées dans des rapports qui seront remis au TPI. C'est ainsi que se bâtit jour après jour le dossier d'instruction. Vous voyez un peu les tirs qu'il y a, c'est dingue. Hein, avec les orifices d'entrée et les orifices de sortie. Vous faites ça pour chaque cas. Ouais, chaque cas. Avec, donc on donne le projectile, ou l'approche du projectile, on donne le tir, à quelle distance il se situe, et on donne les trajectoires. L'enquête et les autopsies vont ainsi durer plusieurs jours. Tout confirme les témoignages albanais. Après ce massacre, la région s'est vidée de sa population. Aujourd'hui encore, tous les habitants ne sont pas revenus. Ils réapparaissent au compte-gouttes, jour après jour.
Cette soirée du 2 mai, ils ne peuvent pas l'oublier. Ici à Studime, comme ailleurs, les crimes ont été commis à la fois par les soldats serbes, les policiers, les paramilitaires, mais aussi par nos voisins serbes. Ceux-là même dont on a protégé les maisons pour qu'elles ne soient pas brûlées. Nos voisins portaient des masques, mais quand ils les ont enlevés, nous avons constaté que c'était bien eux qui étaient en première ligne dans les massacres contre les Albanais. Milosevic et son système sont responsables de tous ces crimes. Mais nos voisins le sont aussi. Moi, je ne peux pas parler. Quand je repense à ce soir-là, je suis terrifié. Depuis, j'ai des problèmes psychiques. C'est mon frère. Il a été blessé. Sa femme a été tuée aussi, mais on ne l'a pas encore identifié. Le plus dur peut-être, c'est d'oublier la peur. Sur le chemin du drame, pourtant, l'uniforme français a chassé l'uniforme serbe. La confiance revient, lentement. Les enfants approchent avec prudence. On échange quelques mots en albanais. Au bout de 4 mois, je parle. C'est sûr, j'arrive à dire un dialogue. Non, on essaye pour se débrouiller, quoi. Eux, ils font l'effort de dire bonjour, voilà, au revoir. Donc je pense que nous, on peut faire aussi l'effort de parler leur langue. Hein. Meredita. Meredita, bonjour. Voilà. Non, c'est bien. Surtout les enfants sont beaucoup plus chaleureux. Ouais, je pense aussi. Ouais. Enfin, les grandes personnes, elles se méfient un tout petit peu. Vous avez vu, la petite avait peur, hein, la petite gamine. Elle voulait pas prendre ce qu'on lui donnait, quoi. Donc il faut goûter devant elle, il faut lui montrer qu'il n'y a plus d'agressivité, qu'il y a plus de... Ils sont encore sous le choc, quoi, certains. Ouais, c'est sûr. Mais surtout dans les villages, quoi. Dans les villes, ça se ressent pas, quoi. Non, ça se ressent pas. Dans tous les petits villages, là où il y a eu des... comme ici, quoi, où il s'est passé des massacres, bon, les gamins sont marqués, quoi. Ouais. À raison d'une douzaine d'autopsies par jour, les légistes ont dû passer toute la semaine sur ce site. Donc en fait, on est devant un traumatisme crânien essentiellement, parce qu'il n'y a même pas crânio-facial en fait. Hein. Le malaire est intact, c'est un enfoncement avec embarrure. Il a dû se prendre un coup sur la tête, un coup de crosse ou un coup de je sais pas quoi. Ouais. Il serait pris un coup de matraque en biais, ça ne me surprendrait pas. C'était la dernière autopsie. L'équipe est attendue sur un autre charnier, mais elle ne partira pas d'ici avant que toutes ces victimes musulmanes ne soient réenterrées, la tête tournée vers la Mecque. Oh là oui, c'est crevant. Mais là on est content que ce soit fini. On est vraiment content. Parce qu'on en avait un peu assez du site là. Vous avez fait combien d'autopsies sur ce site? On a fait... combien on a fait en tout? 9800 93, plus celle-là 93 en tout, ben voilà, vous voyez, je pensais qu'il y en avait plus. 93. Et en fait, il y a vraiment, maintenant qu'on peut faire la synthèse, il y a vraiment une similitude de tir. Hein. Les victimes étaient exécutées sur le bord du chemin. Aucune n'a pu se défendre. Certaines ont été achevées d'un coup de grâce dans la nuque. Durant ces autopsies, les paysans albanais étaient tenus à l'écart. Mais les experts du TPI savent que les familles sont attentives au respect de leurs traditions. On met un point d'honneur à rendre le site tel qu'il était. Même si, effectivement, on est obligé de l'aplanir. Bon, ils vont refaire un dôme. Ils avaient déjà refait un dôme il y a la nuit dernière. Mais bon, on l'a redétruit avec les machines. C'est un peu fâcheux. Moi, j'aimerais bien qu'on creuse un truc, mais on ne va pas le faire. Hein. Techniquement, c'est pas possible de les remettre en état complet. Surtout, il faut garder plastique. C'est de respecter au maximum les traditions. Ouais, c'est important. Malheureusement, on ne peut pas faire exactement comme eux voudraient que ce soit, donc ils seront obligés eux-mêmes de le faire. Dès que les experts ont quitté le cimetière, les Albanais reprennent possession de leurs morts.
Lors du massacre sur ce chemin, ce vieil homme a perdu son fils cadet et 2 autres membres de sa famille. Accompagné d'un de ses enfants, il est venu arranger ses tombes, refermées à jamais. Mon frère Adnan venait à peine de se marier. 2 heures plus tard, les Serbes l'ont tué. Creuse un peu là-bas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils ont tué. Ils ont tué une centaine de personnes. Mon Dieu, comment est-ce que c'est possible qu'ils soient si méchants? Que Dieu les tue tous. Que Dieu les tue tous. Il va falloir trouver les coupables de tous ces meurtres. La tâche est difficile dans une région où règne encore la plus grande anarchie. Nous sommes ici à Vuštrin, le chef-lieu de la vallée. Depuis la fin de la guerre, la peur a changé de camp. Par crainte de représailles de l'Utcheka, tous les Serbes ont dû fuir la ville. Au milieu des ruines, les avis de décès s'affichent par dizaines. L'administration ne fonctionne plus. Alors c'est l'armée française qui administre ce secteur. Les gendarmes se sont installés dans l'ancien commissariat de la ville. Ce sont eux qui mènent les enquêtes. Audition des témoins, procès-verbaux, reconnaissance des photos, la procédure judiciaire habituelle. Mais le tri de toutes ces informations est parfois difficile. Hier, quand une personne est arrivée, elle nous a dit qu'ils avaient tué son mari, puis ils avaient été chez le voisin, ils avaient tué 3 autres personnes. Nous, on était contrôlés dans ce village-là, cette personne n'était pas connue, puis après on a retrouvé le voisin, puis ses fils sont toujours vivants. Alors il faut qu'on trie beaucoup de choses. Il y a pas mal de rumeurs. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. Ouais. Mais ce travail rigoureux débouche parfois sur un début de piste. Il y a certains témoins qui ont reconnu des policiers serbes. Et puis on essaie de les retrouver parce qu'il y a certains Serbes qui sont encore dans la région. Là on va essayer de les retrouver, puisqu'on a les adresses et puis ainsi de suite. On réunit le maximum de renseignements. Ça c'est un Zigan qui travaillait pour eux. Et celui-ci a été reconnu lors d'un massacre. Des pistes comme celle-ci, les gendarmes français en suivent plusieurs à la fois. À 5 km de Vuštrin, on leur a signalé une ancienne position serbe dans le village de Rištnik. Le premier problème, c'est de trouver ce village. Entre la langue et la géographie, une enquête au Kosovo, c'est forcément plus compliqué. Ils vont se perdre un peu en route. Tu sais où est Rištnik? Tu connais? On va voir. Je connais. Tu connais Rištnik? Ce village n'est pas le bon, ce n'est pas Rištnik. Tu veux qu'on demande un peu? Ah la vache, c'est tout. Première à gauche. Première à gauche. À gauche, Schmeid, hein? Diet, Jot, droite. Et Maït, gauche. Hein? 20 minutes plus tard, ils parviennent enfin au village de Rištnik. On ne sait pas exactement si le coin a été déminé ou pas. Parce que si la zone n'a pas été déminée, que ça ne fasse pas comme à Dumnica. De toute façon, sur les chemins, dans les cours de ferme, ça ne risque rien. Dans tout ce qui est maison détruite, etc., vaut mieux se méfier. On passe par les pistouilles, là. Les villageois racontent aux gendarmes que des paramilitaires serbes s'étaient installés ici après les avoir chassés de leur maison. La preuve, ces postes de combat creusés par les Serbes. Il y a des postes de combat dans tout autour de la butte, quoi. Autour du village. Du point haut, là. C'est position haute? Oui, c'est la position la plus haute du village, ouais. Est-ce qu'ils savent combien de temps ils sont restés ici? 2 mois. 2 mois? Et combien ils étaient en tout, à peu près? 70. 100 militaires. 100 militaires? Ah. Seulement les polices et paramilitaires. Les villageois ont un meilleur indice à fournir aux gendarmes. Les Serbes se sont photographiés dans la ferme qu'ils occupaient et dans leur fuite, ils ont oublié cette photo derrière eux. C'est la photo des paramilitaires qui occupaient sa maison? Oui. Qui avait aucun autre document, il n'y avait que cette photo. À l'extérieur, est-ce qu'il a trouvé quelque chose à l'extérieur? Des armes ou des trucs comme ça? Il a trouvé des caisses de munitions? De munitions. Il faudrait que tu me notes les noms par rapport aux photos. Il y en a 2, mais pour le deuxième, il n'est pas sûr. Il faut qu'il me mette les noms, là. Tu pourrais nous les écrire?
D'accord, pour le 8. Après, est-ce qu'il en connaît d'autres? Les noms, on ne connaît pas les autres. On va aller voir et prendre la photo là-bas. Les gendarmes doivent s'assurer que cette photo a bien été prise dans ce village. Ils vont donc simplement refaire un cliché pour comparer. Toutes ces pièces seront ensuite versées au dossier d'instruction. Medita? Ça permettra peut-être d'identifier des personnes, mais le gros problème c'est que les Serbes en arrivant ici ont vidé toute la population du village, donc en fait pour l'instant on n'a pas de témoins. Sur le village voisin on a peut-être des témoins, on doit en entendre cet après-midi, donc peut-être que ce sera un peu plus concluant. Mais pour l'instant on a une photo, si ça se trouve ce sont des gens qui seront reconnus dans d'autres villages, parce qu'on ne sait pas encore trop comment ils fonctionnaient. Si ici c'était une base, et qu'ensuite ils partaient, ils rayonnaient à partir de cette base dans les différents villages. Ah, ça marche pas. Champion du monde. Ce n'est que le début d'une piste. Il va falloir tout vérifier, trouver d'autres témoins, battre la campagne. C'est encore des jours de travail. Peu à peu, une évidence s'impose au fil des enquêtes. À la stratégie de la terreur destinée à faire fuir les Albanais en masse, s'ajoutent parfois des assassinats dont les victimes, à l'évidence, n'ont pas été choisis au hasard. Souvent des proches de militants de l'autonomie du Kosovo. Une famille entière a ainsi été massacrée dans sa maison, tout près du charnier de Stoudimé. Cette maison sur cette butte était celle des Gurdjalier. 12 membres d'une même famille, 3 générations habitaient ici. C'est Sali, un cousin, qui a découvert les corps le matin du 31 mai. Venez, entrez. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu les 9 corps. Juste là, devant moi, il y avait la vieille Menfille. Sur la cuisinière, il y avait encore les tasses de café et la casserole de lait avec du pain qui trempait. J'ai invoqué Dieu quand j'ai vu horrifier tous ces 9 corps. Je suis sorti pour prévenir les autres. Ensuite, j'ai appelé la police et plusieurs policiers sont venus ici avec le juge. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous tuez toute ma famille? Un policier m'a répondu, c'est la guerre. J'ai encore dit, vous appelez ça la guerre de tuer à 8h30 du matin 9 personnes, des enfants dans leur maison plus 3 autres, 12 personnes en tout. La guerre se fait sur les champs de bataille, dans les bois, pas dans une maison. Que Dieu vous punisse. Les femmes et les enfants ont été massacrés devant leur père, dans la maison. Les hommes ensuite ont été exécutés sur le bord de la route. Les Gurdjalier étaient des parents éloignés du leader de l'Utcheka, Hashim Tatsi. Au total, entre le premier charnier de Stoudimé et le massacre de cette maison, ce sont 28 personnes d'une même famille qui ont été exterminées. Sali a lui-même enterré les corps dans un petit cimetière tout proche de la maison. 12 cadavres de plus sur la liste déjà longue des victimes de Stoudimé. Il y a les femmes et les enfants cette fois-ci. C'est la grande différence. Il y a les enfants en particulier. Enfin, on va bien voir ce qu'on va trouver. La maison des Gurdjalier va être passée au crible par les experts du tribunal pénal international. La procédure utilisée ici est la même que pour n'importe quelle scène de crime. Photos, croquis, mesures des lieux, autant d'informations qui devront figurer au dossier. 13 mètres 10. Les faits datent de plus d'1 mois et le patron de la police serbe locale est déjà passé plusieurs fois sur les lieux du crime pour récupérer les douilles. Il a refusé d'ouvrir une enquête et la maison est restée ouverte à tout vent. Beaucoup d'indices ont pu disparaître, mais les experts prennent malgré tout des précautions pour ne pas effacer ceux qu'ils pourraient encore trouver. Le professeur Lecomte vient d'autopsier les 12 corps. Elle vient maintenant inspecter les lieux du crime pour vérifier ses premières hypothèses. Vraiment, on a vu les lésions étaient
tout à fait particulière. Et alors maintenant, on va essayer de les confronter à ce qu'eux ont trouvé pour voir si la position exacte. Parce que nous, on a des positions qu'on imagine dans notre tête à travers les tirs et les angles de tir. Maintenant, on va voir ce qu'eux ont trouvé et savoir s'ils étaient, par rapport au canapé, par rapport à l'ensemble de la pièce, comment ils étaient situés. À l'intérieur de la maison, les experts sont toujours au travail. Elle va rester auprès d'eux une vingtaine de minutes. À sa sortie, ces hypothèses sont confirmées. Pour le moment, moi je trouve que les locaux que je viens de voir correspondent. Ce sont des canapés lits. Les gosses étaient couchés. Certains étaient assis. Les femmes aussi étaient assises, mais il y a beaucoup d'impact dans le dos de quelqu'un couché sur le ventre. En fait, on a l'impression qu'ils étaient couchés sur le ventre. Ou alors, parfois, il y en a des impacts où ça rentre dans un bras, ça ressort dans un bras, ça rentre dans un bras, ça repasse dans un bras. Donc c'est des trajectoires qui sont de quelqu'un qui est recroquevillé. Quelques membres de la famille des victimes sont là, un peu à l'écart. Ils attendent, ils veulent savoir. Elle va les réconforter. Bougez pas. Bougez pas. Je viens les saluer. Allez. Faut pas pleurer. Hein, faut pas pleurer. Allez. Asseyez-vous par terre, asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez. Allez. هيك لو كان هيك Ils ont pas souffert. كان بديك من هيك Ils لو ont كان pas souffert. لو كان فوت من هيك كان Tout de suite. Ils n'ont pas souffert. Commencez la partir J'ai senti qu'il me faisait confiance dans le travail. Beaucoup. Peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas, mais enfin ça leur faisait confiance et ils m'ont embrassé, ils m'ont remercié. C'est pour ça que je voulais revenir les voir maintenant pour faire la corrélation, puis surtout pour les voir, les rencontrer, puis leur montrer que nous on est aussi des êtres humains. C'est parce qu'on travaille, on est des êtres humains. « 12 juillet. C'est le premier anniversaire de la victoire de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. On voudrait bien fêter ça. C'est l'occasion de voir la vie reprendre après ces cortèges d'horreur. Alors on organise un match. C'est sympa, très sympa. Ah, puis c'est le bon truc de faire un match avec eux, c'est impeccable. Puis on est largement pas sûr de gagner, donc... Tu vas comme tout faire pour J'espère. J'espère. Il y a un rang à tenir. Pardon? Il y a un rang, une réputation à tenir. On est quand même champion du monde, quoi. Ah, surtout pour le chef de corps, faut que ça lui tient à cœur, c'est bien, quoi. Les soldats français en vert contre les Albanais en bleu, blanc, rouge. Toute la ville de Vouchtrine est dans les tribunes. Ce match est un événement. C'est le premier match officiel de l'équipe de Vouchtrine depuis 10 ans. Depuis l'état d'urgence, instauré par Slobodan Milosevic en 1990, les Albanais étaient interdits de stade. Score final, 3-1 pour l'équipe albanaise. Cette victoire est un peu celle du Kosovo libéré. Mais la paix menacée par les dérives nationalistes de tous bords est encore à gagner.